Pour cette présentation, on aura Valérie Michaelian, bonjour, qui est responsable sur le site de Torcy. Et puis moi, je suis Françoise Cadet, responsable de formation pour les formations qualifiantes sur le site de Nanto. Voilà. Je pense qu'on n'est pas très nombreux et si vous voulez qu'on échange en cours de présentation, ça devrait être possible parce que si on garde nos questions pour la fin, il y a des fois après on les mange, on les perd ou alors c'est plus du tout dans le tempo et ça n'a plus de sens. En tout cas, cette présentation est généraliste, elle va faire le tour de tous les dispositifs et pour des questions vraiment plus particulières, à ce moment-là, on vous redirigera vers les stands qui sont dans le gymnase, où là, on aura vraiment les professionnels de chaque dispositif qui pourront rentrer plus dans le détail. Ça va pour tout le monde, cette modalité, oui? Eh bien, allons-y. Ok. Juste avant de commencer de parler des dispositifs, un petit peu qui nous sommes, hein, on est un établissement de la fondation COS Alexandre Glasberg. C'est une fondation qui est ancienne et qui fait de la formation professionnelle depuis les années 50. On est répartis sur le territoire de Seine-et-Marne avec un site ici à Nanto-sur-Lyon, tout sud Seine-et-Marne, et un site à Melun et un site à Torcy au nord de Seine-et-Marne. Nos missions, ça consiste à accompagner vers l'emploi les personnes essentiellement travailleurs en situation de handicap dans leur reconversion professionnelle, mais aussi de répondre aux besoins des employeurs pour des reconversions, pour du suivi de salariés en emploi, etc. La fondation Alexandre Glasberg, il y a beaucoup d'établissements sur la France et elle a, on va dire, trois champs. Un champ qui gère le handicap, un champ dans le social et un champ dans le grand âge, avec beaucoup d'EHPAD. Sur nos 3 sites, on a un plateau technique, on va dire plutôt conséquent, hein, 7000 m² d'espace de formation, Nanto, Melun, Torcy, des équipements technologiques et informatiques récents et performants, 2 entreprises d'entraînement pédagogique sur les sites Melun et Torcy, un centre de ressources multimédia. Si vous faites la visite dans la journée, vous pourrez un petit peu voir tous ces espaces. On est agréé également pour faire passer le passeport de compétences en informatique et agréé également PIX. Plateforme de collaboration, bien sûr, puisque sur le territoire, on va être toujours en lien avec tous nos partenaires, nos prescripteurs, que ce soit les MDPH, le département, l'ARS, France Travail, et puis même d'autres centres de formation, bien évidemment. Toujours dans l'idée de répondre au plus juste aux besoins des usagers. Les plus de notre établissement, sans rentrer trop dans le détail, à Nanto-sur-Lunain, on a de l'hébergement et de la restauration, puisqu'on peut avoir des stagiaires qui viennent de tout le territoire national et outre-mer. On a un accompagnement en tant que SRP, ESPO, un accompagnement par une équipe médico-psycho-sociale, des formateurs qui sont aguerris et formés pour la prise en charge du handicap. Et lorsqu'il y a sur certains sujets, si nous ne sommes pas suffisamment pointus, on sait faire appel à d'autres professionnels. Des accès à d'autres compétences et ressources transverses, autres que la formation. Et puis, comme vous pouvez le voir, même si aujourd'hui il est utilisé pour la journée porte ouverte, un joli campus sportif avec un gymnase, une piscine qui est un petit peu en panne là aujourd'hui, mais une piscine tout de même, et puis une salle de cardio, muscu, etc. Voilà. Notre mission, c'est vraiment d'apporter une expertise sur l'orientation, le bilan, l'accompagnement et la formation pour toutes les personnes. On est vraiment plus spécialisé effectivement pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais plus généralement, on élargit ça aux demandeurs d'emploi et quelle que soit la complexité de la situation. Donc nos équipes développent des actions dans plusieurs domaines.
On est un établissement de services de préorientation et également de réadaptation professionnelle, les acronymes ESPO, ESRP. À côté de ça, on est aussi un centre de formation continue pour tout public. Et puis, on propose également des accompagnements aux entreprises et d'autres accompagnements plus ponctuels pour d'autres typologies de public. Et c'est ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant. Est-ce qu'on garde on va dire le plus gros de notre activité ESPO, ESRP pour la fin et on balaye déjà peut-être nos autres activités? Ça va pour vous comme ça? Donc pour le coup, on est un centre de formation continue. Là, je vais plutôt laisser intervenir Valérie, qui est plus pointue sur ce domaine. Donc on est centre de formation professionnelle continue puisqu'on a répondu à des appels d'offres marché public. Et à ce titre, on a une collaboration étroite avec le Conseil régional d'Île-de-France depuis plusieurs années. Et on délivre des formations plutôt sur nos sites de Melun et Torcy. Nanto reste quand même prioritairement pour l'accueil des personnes sur notification de la CDAPH, un public sur orientation MDPH. Et sur les sites, on a développé, sauf la partie sécurité, qui peut se faire aussi sur le site de Nanto, mais on va accueillir des personnes qui auront comme clé d'entrée le fait d'être demandeurs d'emploi, inscrits à France Travail et habitants évidemment en Île-de-France, puisque c'est le Conseil régional d'Île-de-France qui finance leur parcours de formation. À ce titre, on a déployé des parcours plutôt au niveau du tertiaire sur les sites. Donc on forme des assistants ressources humaines, des assistants de direction et des gestionnaires de paye. Et on a aussi une partie plutôt informatique, communication, et on forme, et là ça commence, des concepts. Alors c'est une formation qui s'appelle CDUI, c'est concepteur, designer. Utilisateur d'interface. Voilà, utilisateur d'interface. Des administrateurs infrastructures sécurisées. Donc là, on est plus sur des métiers de l'informatique, sur effectivement la sécurité informatique des systèmes. Là, on est sur des formations Bac+3, alors que les autres formations qu'on déploie sur les sites sont des formations Bac+2. Avec quand même une particularité, c'est que la plupart de ces formations se font soit en présentiel, soit 100% en distanciel. Voilà. Et les préparatoires à l'entrée en école d'aide-soignante également. Et on forme aussi des préparations en entrée d'école auxiliaire puéricultrice aide-soignante. Ce sont des micro-parcours qui durent à peu près 2 mois, mais qui sont vraiment essentiels pour pouvoir passer les barrières de sélection en entrée en école. Et sur le site de Nanto, on propose également des formations de type droit commun dans la sécurité privée, avec le titre à finalité professionnelle, agent de prévention et de sécurité, et les maintiens à actualisation de connaissances qui vont avec, et également dans la sécurité incendie, avec le SIAP 1, agent de service de sécurité incendie et assistance à personne, le recyclage, la remise à niveau et le SST. Pour la partie sécurité, ce sont des formations qui sont mobilisables pour certaines par le CPF, par du financement personnel, par des entreprises pour les remises à niveau, les recyclages par exemple. Donc pour intégrer toutes ces formations, là il n'y a pas besoin de notification de la MDPH et la clé d'entrée du handicap n'est pas une clé d'entrée. Le fait d'avoir une reconnaissance qualité de travailleur handicapé n'est pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est vraiment être demandeur d'emploi francilien. Et effectivement, on accueille quand même sur nos dispositifs beaucoup de personnes en situation de handicap parce qu'on est quand même connu comme étant en capacité d'accompagner les personnes et de mettre en place un accompagnement un petit peu plus pointu. Par contre, on est sur ces formations-là, sur des parcours qui ont des durées classiques de formation, on est entre 6 et 8 mois, 10 mois pour AIS parce que c'est beaucoup plus long, mais on est quand même sur des formations plutôt rapides et denses. On va retrouver tout ou partie de ces formations dans le champ du handicap, et là on aura des formations qui seront plus longues pour être mieux adaptées et mieux prendre en compte la compensation du handicap.
Nous proposons également des prestations aux entreprises qui sont sur demande, des sensibilisations au handicap pour les salariés, pour les managers. Ce sont généralement des petites formules, one shot, une demi-journée, une journée, et puis dont les contenus sont faits, mais on peut échanger quand même avec l'entreprise si l'entreprise voudrait plutôt un focus particulier sur un point ou l'autre. Donc prestations de sensibilisation au handicap pour appréhender la notion de handicap au travail, de confronter chaque participant à ses propres représentations, de démontrer que le handicap n'est pas un frein à la performance et qu'il existe des solutions pour le compenser. Donc on a des chargés de bilan, des formateurs qui peuvent se déplacer en entreprise, ou l'entreprise peut aussi venir envoyer ses salariés chez nous pour ces présentations. Pourquoi et comment faire un dossier lié au handicap, la reconnaissance RQTH, le dossier à la MDPH, maison départementale des personnes en situation de handicap, sont des moyens aussi de faire tomber un petit peu les tabous sur cette étiquette que pourrait être la RQTH. Et puis, c'est vraiment gagnant pour tous, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. L'entreprise parce qu'elle remplit ses obligations, et puis le salarié parce qu'il pourra, lui, peut-être aménager son parcours, demander de l'aménagement de poste, de la compensation du handicap. Voilà. Pareil, là, une demi-journée qui peut être faite dans l'entreprise ou sur nos différents sites. Nous avons également une prestation en lien avec le deuil de l'ancien métier. Donc, une journée de formation et une journée ensuite sur du retour d'expérience. Ça permet vraiment aux personnes d'avancer et peut-être aussi ensuite d'engager une reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap. C'est une psychologue qui mène ces journées de formation. Okay. Et des bilans de reconversion professionnelle, donc qui s'adressent à tous, aussi bien pour le public que pour le privé. Ça permet comme un bilan de faire un point sur ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, refaire peut-être un petit portefeuille de compétences et puis pouvoir élaborer un projet professionnel à venir. Ça sont des prestations de 24 heures sur 6 à 8 séances et c'est en individuel. Avec un financement CPF souvent qui peut être mobilisé. Okay. Sur toutes ces prestations aux entreprises, vous avez donc dans le gymnase un stand qui est tenu par Karine Poder, notre chargée de partenariat, et qui pourra vous apporter des explications beaucoup plus pointues sur tous ces dispositifs. Dans les autres dispositifs hors formation que nous pouvons proposer, donc on a des dispositifs qui sont à destination des allocataires du RSA, d'autres dispositifs tout public et d'autres dispositifs à destination des salariés et des entreprises. Donc pour les personnes, pour les allocataires du RSA, il y a la possibilité de passer par des BRMAI. Et là, plutôt, ma collègue va vous en toucher quelques mots. Et nous avons également sur place le dispositif ITI. Donc BRMAI, le nom est un peu compliqué, mais ça veut dire bilan de repérage et de mobilisation des atouts pour l'insertion. En fait, il est à destination des allocataires du RSA. Il faut absolument qu'il y ait une prescription sur un référent, un accompagnement socio-professionnel. Donc souvent des gens qui les accompagnent au sein des MDS, donc ils vont nous adresser les publics. Et là, effectivement, nous, l'objectif, c'est qu'on va faire un bilan pour analyser en fait essentiellement les capacités, les possibilités, évaluer les freins, les difficultés des personnes dans le cadre d'un retour à l'emploi,
ils vont rencontrer en fait pendant ce bilan, donc un chargé de bilan, évidemment un médecin qui va aussi lui évaluer les contre-indications médicales s'il y a des contre-indications médicales, et donc ça peut relever des freins, des difficultés particulières. Ils vont aussi rencontrer une psychologue, et en fait il va y avoir vraiment une analyse pluridisciplinaire pour identifier les freins, les potentiels des personnes, et à l'issue il va y avoir un retour qui va être réalisé auprès donc du bénéficiaire et de son référent pour pouvoir évaluer une suite de parcours. À l'issue de ce bilan qui dure 3 jours et demi, qui est réparti sur 2 semaines, on va mettre en place un plan d'action. Donc soit effectivement pour mettre en place beaucoup d'actions pour un retour à l'emploi. Des fois le bilan va simplement permettre de valider qu'il y a un vrai retour aux soins et un besoin d'accompagnement long avant d'envisager quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce bilan, c'est de permettre effectivement aux professionnels de l'insertion d'avoir des éléments de contexte pour pouvoir accompagner au mieux leurs bénéficiaires. Voilà. Enfin, si c'est clair. Et on a le dispositif ITI, itinéraire tremplin interactif, qui effectivement est également à destination des bénéficiaires du RSA. La mission d'ITI, c'est de mettre en place un accompagnement global avec une équipe pluridisciplinaire pour ces bénéficiaires. Donc le territoire qui nous est concerné, c'est Nemours-Montreux, hein, on va dire le sud Seine-et-Marne. Pour quel public? Généralement bénéficiaires du RSA, on va plutôt trouver donc, des travailleurs qui ne sont pas salariés, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes en recherche d'emploi ou potentiellement en formation, des parents isolés, personnes issues des communautés du genre du voyage. Enfin, le public est quand même extrêmement large. Et pour le coup, après une information collective et des entretiens individuels, on passe dans une phase de diagnostic et sont proposés plusieurs modules suivant les besoins des personnes. Peut-être tu sais en parler mieux que moi de ça, non? Okay. Donc plutôt un module de remobilisation avec des échanges de savoir, des activités physiques, de la gestion budgétaire, administrative. Hein, c'est toujours des ateliers thématiques, soit sur des journées ou des demi-journées, et c'est à hauteur de 20 heures par semaine, et ça peut durer jusqu'à 5 semaines. On va avoir également dans tout ça un module projet pour tenter de définir ou redéfinir ou affiner un projet professionnel qui soit adapté aux situations des personnes. 5 séances de 2 heures également. Donc il y a des conseillers en insertion professionnelle spécialisés pour ce type de dispositif. Et un module activité avec des actions liées à l'insertion, technique recherche d'emploi, améliorer, adapter son CV, sa lettre de motivation, proposer des actions qui sont adaptées à chaque bénéficiaire, voilà, comment je retravaille mon bassin d'emploi, comment je le connais, etc. C'est toujours sur des ateliers. Et un module club emploi, où là on est vraiment dans, on pourrait dire presque une petite fin de parcours, hein, où voilà, on a remis tout au clair et on peut y aller. Donc recherche d'emploi, prospection du bassin, des marchés cachés, des réponses aux offres d'emploi, etc. La réalisation de candidatures spontanées. Et pourquoi pas, de toute façon avec toutes ces actions, le développement du réseau personnel. Voilà pour ITI et le BRMAI qui est à destination des allocataires du RSA. On va avoir aussi d'autres dispositifs qui sont un petit peu tout public, souvent actionnés par le CPF. Donc des bilans de compétences classiques, des bilans de compétences avec une orientation handicap,
Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots des bilans de compétences, Valérie? En fait, au niveau des bilans de compétences, la clé d'entrée, en fait, c'est souvent des salariés ou des personnes qui sont en souhait de reconversion professionnelle et qui veulent effectivement faire un bilan de leurs capacités pour savoir vers quoi ils pourraient se réorienter. Souvent, on sait à peu près ce qu'on veut plus faire, mais des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et l'intérêt de ce bilan, parce qu'il va se dérouler quand même sur une dizaine de semaines, ce qui permet aussi de maturer, d'aller aussi de son côté. Alors c'est évidemment quelque chose qui se fait de façon individuelle, voilà, accompagné donc par un chargé de bilan, un psychologue. Et effectivement, l'idée, c'est d'analyser nos centres d'intérêt, nos motivations, savoir voilà, ce vers quoi on est ouvert, quelles sont aussi nos capacités, quels sont aussi nos freins. Ça peut aussi permettre de s'apercevoir que on a beaucoup de compétences et qu'elles ne sont pas souvent validées, et ça peut emmener aussi par une validation dans le cadre de la VAE. Enfin voilà, tout est ouvert. Ça reste du bilan de compétences classiques, voilà, où l'objectif c'est j'ai envie de me reconvertir, je ne sais pas trop vers quoi, aidez-moi à faire le tri. Voilà. Et on peut avoir aussi une particularité avec un bilan de compétences pour les personnes en situation de handicap. Voilà, là on aura effectivement un médecin en adéquation pour faire l'analyse des freins et des contre-indications. Okay. En plus du chargé de bilan et du psychologue, on va avoir médecin, potentiellement aussi un ergothérapeute pour les analyses de poste. Très bien. Et pour tout public, on peut aussi proposer des actions, enfin des prestations d'accompagnement à la VAE. Oui, enfin voilà, effectivement, si une personne souhaite, dans le cadre de la validation de ses acquis par l'expérience, valider un titre, un diplôme, effectivement, nous, on peut intervenir et faire l'accompagnement des personnes. Donc il va y avoir l'entretien d'accueil, définir, en fait la personne va nous exposer son objectif, ce qu'elle veut valider. On va vérifier si effectivement elle rentre dans le cadre du nombre d'années, si les compétences qu'elle a exercées dans son métier permettront effectivement la validation, ou si elle aurait besoin d'un complément de formation. Et puis ensuite on va l'accompagner dans la construction du livret, des livrets 1 et 2 de rédaction de la VAE. Voilà, on va les préparer au jury pour présenter ensuite leur livret. Et on va les accompagner jusqu'à l'entretien avec le jury. Et jusqu'à l'obtention du diplôme, on l'espère. Et jusqu'à l'obtention du titre du diplôme. Voilà. Donc ça, c'était nos dispositifs, on va dire, pour tout public. Et ensuite, les dispositifs pour les salariés des entreprises. On a la plateforme emploi accompagné. Donc ça, c'est quelque chose qui est national. Aujourd'hui, le COS CRPF est chef de file sur cette plateforme et travaille avec la plateforme ActiPlus de Lieusaint. Le dispositif emploi accompagné, il existe au COS depuis 2017. C'est quand même déjà assez ancien. On a fait une petite cartographie c'est quelque chose qui s'adresse aux personnes en situation de handicap. On va s'assurer que la personne ait accès à l'emploi, puisse se maintenir dans l'emploi et que l'entreprise soit la plus, pour le coup, accueillante et compréhensive possible pour que la personne puisse se maintenir dans l'emploi. Et on voit quand même une prédominance plutôt des troubles psychiques qui sont accompagnés sur ce type de plateforme. Donc, comme je vous le disais, le COS CRPF travaille avec la plateforme ActiPlus qui se situe à Lieusaint, et ils se partagent un petit peu les bénéficiaires, si je peux dire. ActiPlus Lieusaint va gérer plutôt les bénéficiaires du nord du département, et puis le COS CRPF le sud département. Donc, c'est un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap qui permet du coup d'obtenir de l'emploi et surtout de rester dans l'emploi. L'accompagnement est réalisé par un job coach, un conseiller en emploi accompagné, qui est aujourd'hui un métier qui est reconnu. En tout cas, le public bénéficiaire, c'est des personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés et qui ont l'intention d'aller et de se maintenir dans l'emploi. Par contre,
voilà, pour eux, ça peut poser des difficultés parce que un trouble psychique, par exemple, ça ne se voit pas forcément et les réactions d'une personne dans le milieu du travail pourraient ne pas être comprises ou si pas d'aménagement de fait, la personne ne réussirait pas à se maintenir dans le travail. C'est vraiment un accompagnement très personnalisé pour le coup et c'est un accompagnement sur le long terme. Il n'y a pas 30 heures de formation et après on n'en parle plus, c'est vraiment distillé tout au long de la période. La personne peut être suivie plus intensément à un moment et puis peut-être plus du tout pendant 3-4 mois parce qu'il n'y a pas de besoin. Mais en tout cas, la plateforme emploi accompagné est toujours là, que ce soit pour le bénéficiaire ou pour l'entreprise. Donc, dans l'accompagnement du salarié, il y a une évaluation de sa situation, la détermination du projet professionnel si c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, une assistance aux bénéficiaires dans la recherche d'emploi et un accompagnement pour le maintien dans l'emploi. Au-delà de tout ça, bien sûr, une personne en référence, le soutien à l'insertion, un suivi, un accompagnement médico-social si c'est nécessaire. Et puis voilà, comme je vous disais, c'est un accompagnement qui n'est pas fixe dans la durée, c'est aux besoins de la personne. Pour l'employeur, tous les job coachs et les accompagnants se rendent en entreprise. Donc les rendez-vous en entreprise, les rendez-vous extérieurs, c'est un dispositif qui est gratuit pour l'employeur. C'est sur notification de la CDAPH. Voilà. Ça pour nos autres dispositifs. Ce que je vous propose, maintenant de passer aux dispositifs qui sont plus particulièrement notre cœur de métier, c'est-à-dire l'évaluation, l'orientation, la mise à niveau et la formation professionnelle. Est-ce qu'avant ça, il y aurait besoin de quelques précisions ou c'est bon pour vous? Oui. Excusez-moi, pour l'emploi accompagné, vous avez des délais d'attente pour combien de temps? Est-ce que je peux demander à un ami? Je ne sais pas du tout. Ce que je vous propose, on a un site, on a un stand emploi accompagné dans le gymnase. Céline Gastel et ses équipes sauront vous répondre plus précisément. Désolée de ne pas pouvoir emporter plus. C'est OK. Allez. Et pour le coup, donc ce que je vous disais, on est également un établissement et service de préorientation et un établissement et service de formation professionnelle. Ça ne veut pas aller où je veux, c'est pour ça plutôt. Voilà. Donc on a tout un service de formation qualifiante, ce qu'on appelle formation qualifiante. On va retrouver un peu les formations que Valérie Mikaelian présentait tout à l'heure dans les actions de droit commun. On dispense essentiellement des titres professionnels, hormis dans la sécurité privée où c'est plutôt des titres de branche. Les titres professionnels, c'est des titres qui sont inscrits au RNCP, l'organisme de tutelle pour la certification, c'est le ministère de l'Emploi. Et pour chaque titre professionnel, on a un référentiel emploi, activité, compétences et un référentiel de certification. Dans ce type de formation, là, pour le coup, on reçoit des personnes avec une notification de la commission départementale des personnes en situation de handicap. Dans ces formations qualifiantes, on travaille sur une approche multimodalité. On a des temps de formation qui se passent en centre, en présentiel, des temps de formation à distance et des temps de formation en entreprise, qu'on appelle PAE, période d'application en entreprise. D'une formation à l'autre, ça peut varier. Puisqu'il y a des formations qui se prêtent par exemple mieux à de l'enseignement à distance, d'autres un petit peu moins. Et puis les temps d'application en entreprise peuvent être eux également assez diversifiés, excusez-moi, où ils vont jalonner le parcours. Pour certaines formations, on va avoir par exemple 3 périodes en entreprise qui jalonnent le parcours.
Pour d'autres formations, on n'aura peut-être qu'un gros bloc en entreprise en fin de parcours, parce que c'est un moment où les stagiaires vont travailler sur le projet qu'ils présenteront lors de l'examen tout à la fin. Donc, on a des formations qui vont aujourd'hui du niveau 3 au niveau 6. Niveau 3, c'est un niveau CAP, BEP. Savoir qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de formations de ce niveau-là. Des formations au niveau 4 bac, bac plus 2 en niveau 5 et quelques formations également en bac plus 3 niveau licence. La particularité des titres professionnels, c'est que pour accéder à un titre professionnel d'un niveau, il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme de niveau inférieur. Par exemple, je veux faire TSSR qui est de bac plus 2, je ne suis pas obligée d'avoir un bac ou équivalent bac pour rentrer dans cette formation. Bien sûr qu'il faut que j'ai les prérequis pour celle-ci, parce que sinon, tout le monde ne pourrait pas faire des licences, mais en tout cas, on n'est pas dans un système éducation nationale où pour une entrée sur une licence, il faut absolument avoir le bac, par exemple. On va y venir, grosso modo, entre 6 mois et 18 mois. Les parcours les plus longs sont de 18 mois. Donc plusieurs filières sur Nanto et sur les sites de Melun et Torcy. Donc sur Nanto, on va avoir une filière informatique avec plusieurs formations. Une formation de niveau 4, technicien d'assistance en informatique, qui aujourd'hui a été un peu revue et va devenir technicien informatique de proximité. L'un dans l'autre, ça ne change pas beaucoup le contenu et ce sera toujours notre premier niveau, en tout cas en informatique. On propose également TSSR, technicien supérieur système et réseau, qui est du niveau 5, bac plus 2. Voilà. Pour les deux formations, et pour répondre à votre question, monsieur, que ce soit TAI ou TSSR, on est sur des formations de 18 mois. Et dans cette filière informatique, on va trouver également qui est un peu à la limite de l'informatique, qui serait entre l'informatique et l'infographie, l'action de formation développeur web et web mobile, qui est de niveau 5 également et qui dure 18 mois. Voilà. Dans la filière infographie, on propose le titre de graphiste. C'est anciennement un infographiste metteur en page, pour ceux qui pourraient connaître, qui était de niveau 4. Et c'est un titre qui a été abandonné et remplacé par graphiste de niveau 5, toujours 18 mois sur notre centre. Et on propose la licence concepteur designer utilisateur d'interface, donc de niveau 6 et également 18 mois. Dans la filière accompagnement insertion, on va avoir deux formations. Une formation, elles sont toutes les deux de niveau 5 et durent toutes les deux 14 mois. Une formation de conseiller en insertion professionnelle et une formation de formateur professionnel pour adultes. Peut-être qu'on parle de la filière tertiaire. Et sur les sites en fait de Torcy et de Melun, pour le moment, alors je dis pour le moment parce que ces deux titres professionnels vont disparaître le 28 février 2026. Donc, ils vont être remplacés par un autre titre qui va s'appeler CADGA, qui veut dire chargé d'accueil et de gestion administrative, voilà, qui sera un niveau employé administratif et d'accueil plus, et un niveau secrétaire assistante moins. Il va être positionné sur un niveau bac, ce qui veut dire qu'à partir de février 2026, nous n'aurons plus de formation niveau BEP-CAP sur ce type de public, ce qui est relativement compliqué parce que les métiers du tertiaire sont souvent un refuge pour des personnes en situation de handicap qui ont des grosses problématiques de port de charge, etc., et qui ont besoin de faire des métiers plutôt sédentaires et qui s'orientaient vers l'administratif. Et qui n'arriveront peut-être pas à un niveau bac. En fait, en tout cas, pour le moment, on développe ces deux parcours sur nos sites. Donc, emploi administratif et d'accueil, premier niveau d'accès à la qualification dans le tertiaire.
et secrétaire assistant de niveau bac. Merci. Et pour le coup, sur Nanto, nous avons aussi une filière en sécurité privée, où on dispense le titre à finalité professionnelle agent de prévention et de sécurité, TFP-APS, plus connu anciennement, c'était CQP-APS. C'est le titre qui permet d'obtenir la carte professionnelle qui ouvre la porte au métier de la sécurité privée. Les stagiaires pendant ce parcours qui dure 6 mois, là pour le coup, passent également le SST, sauveteur secouriste du travail, qui est un élément obligatoire pour l'exercice de leur profession, et l'agent de sécurité de service incendie et assistance à personne, SIAP 1. Et là, pour la peine, on reste encore en niveau 3. Et ces formations qui sont pour un public avec reconnaissance travailleurs handicapés sont également ouvertes au public droit commun, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, pour les formations qualifiantes, tout autour de ça, bien sûr, le formateur est l'élément principal, mais c'est tout un service, toute une équipe pluriprofessionnelle qui gravite autour, avec les responsables de formation, les responsables coordinateurs, les formateurs, formatrices, les conseillers en insertion professionnelle, et puis psychologues, médecins, médecins psychiatres. Toute l'équipe médico-psychosociale. On pourrait également ajouter l'ergothérapeute, l'assistante sociale, la conseillère en économie sociale et familiale. Et puis toutes les activités annexes avec par exemple le sport, l'ouverture à l'art et à la culture. Et donc là l'équipe est un peu plus complète avec les moniteurs d'activité physique adaptée, le maître nageur, les animateurs. Juste en précision, on ne fait pas d'internat sur les sites de Melun et de Torcy. On a plutôt un public local qui rentre chez lui tous les jours. Ouais. Et pour le coup, une équipe dédiée à l'insertion professionnelle, avec des conseillers en insertion professionnelle, des relations avec les entreprises et différents partenariats sur le territoire. Voilà pour la partie, on va dire, ESRP, formation qualifiante. Est-ce qu'il y a des questions ? Les formations, alors comment elles sont financées en fait? Est-ce que les personnes qui... Notification de la CDA, là c'est sur notification de la CDAPH. Et du coup c'est la GPH qui prend en charge les formations? En fait, Non, c'est l'agence de services et de paiement qui rémunère. Voilà, les stagiaires ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. La formation est prise en charge et les stagiaires sont rémunérés. C'est l'ARS qui finance pour le coup les journées de formation. Oui. Voilà. Pour une formation, on va dire par exemple à Nanto-sur-Lunain, le prix de la formation est pris en charge. Le stagiaire est rémunéré. Ça peut aller d'un forfait à un maximum, suivant les antécédents de travail ou pas de la personne avant son entrée en formation. Ce qui concerne l'hébergement, ici c'est gratuit. Les stagiaires ne payent finalement que la partie restauration, à moins qu'ils ne soient en accident du travail ou en maladie professionnelle. Et à ce moment-là, c'est également pris en charge par la sécurité sociale. Et du coup, quel est le parcours de la personne? Est-ce qu'elle contacte d'abord le poste, d'abord la DPA? Alors on va juste voir l'autre partie de nos missions, c'est-à-dire la partie ESPO, c'est-à-dire orientation. En fait, soit la personne, elle va passer dans un dispositif qu'on va voir juste après, où on va travailler avec le projet et on fera un rapport auprès de la MDPH dans lequel on va demander une orientation et il va y avoir une commission qui va statuer. Soit la personne a travaillé son projet en faisant un bilan de compétences auprès des missions locales pour des jeunes, enfin quelque chose qui est construit. Et elle peut très bien faire en direct une demande auprès de la MDPH via le dossier et faire une demande de formation en direct. Mais il faudra un passage devant la commission et il faudra une décision de la CDAPH qui notifiera la possibilité d'aller en formation. Il n'y a pas d'âge.
Enfin, s'il y a un âge minimum qui doit être 16 ans. 16 ans, je crois. et puis après, pas d'âge limite. Je dirais que Enfin, il faut que ce soit un âge où on a encore le droit de travailler. Je dirais. on est dans un dispositif de réadaptation professionnelle, de reconversion. Donc l'idée, c'est quand même si je rentre sur un parcours de 18 mois, qu'une fois que je sors de ce parcours, bah, normalement, je vais encore un peu travailler à la suite, quoi. Mais non, de 16 ans à 60 et plus, et peut-être que ça continuera à évoluer avec les évolutions voilà, d'âge de départ à la retraite, ça, c'est pas prévu. Donc, ma collègue vous parlait du dispositif en amont, hein, c'est la plateforme EOM, évaluation, orientation, mise à niveau. Et donc, c'est un dispositif qui se décline sur 2 de nos sites, sur le site de Nanto et sur le site de Torcy, avec une organisation un petit peu différente entre Nanto et Torcy, parce qu'à Nanto, il y a beaucoup plus de professionnels, donc ils ont une organisation différente. Voilà, peut-être je te laisse avancer sur Nanto et puis je récupère Torcy. En tout cas, sur cette plateforme EOM, la prise en charge de la personne va être sur du long terme, avec toute une phase de pré-accompagnement avant son entrée du coup en formation, une phase de diagnostic pour définir les attendus, et ensuite une plateforme qui serait un petit peu comme une plateforme de service, ce qui fait qu'on va avoir des parcours qui pourront être très modulaires et complètement différentes d'une personne à une autre. Avant, on pouvait par exemple avoir une phase de projet qui durait X semaines, et on se rend bien compte que pour certaines personnes, arrivé ici, le projet est presque déjà ficelé et il n'y aurait pas besoin de tout ce temps, mais il y aurait peut-être besoin de plus de temps sur de la remise à niveau. Donc toute cette phase de diagnostic va permettre de faire à la carte le parcours à suivre de la personne en fonction de ses besoins et du projet visé. Mais après, de toute façon, quel que soit le site, l'objectif, c'est en fait, on accueille vraiment une personne qui a soit été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, qui ne peut plus exercer son métier et qui a besoin, en fait, d'un réel accompagnement pour pouvoir entamer un travail de projet. Donc il va y avoir d'abord effectivement une phase de diagnostic. Pendant cette phase, on va pouvoir évaluer si la personne... Alors c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire de la personne, hein. C'est-à-dire qu'on va évaluer ses capacités cognitives, etc., son niveau, ses capacités d'apprentissage, mais on va aussi pouvoir repérer tous les freins. Par exemple, il va y avoir l'assistante sociale qui va faire un bilan social pour voir s'il y a des freins, des besoins d'accompagnement. Le médecin va faire aussi effectivement une visite pour pouvoir évaluer les difficultés, les contre-indications, les problématiques de santé. Ils vont rencontrer un psychologue qui va voir si la personne, elle est aujourd'hui en capacité de pouvoir démarrer effectivement un travail de projet. Et pendant cette phase de diagnostic, on va pouvoir, alors que ce soit sur Melun ou sur Torcy, Nanto ou Torcy, l'organisation est un peu différente en termes de durée, mais la finalité sera la même. Et l'idée, c'est que l'objectif, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que la personne aujourd'hui peut entamer, à l'issue de ce diagnostic, un travail de projet professionnel ou pas. Alors, le ou pas, ça peut vouloir dire, par exemple, la personne, elle a une grande difficulté au niveau de la compréhension de la langue, de l'écriture, de la lecture et même de parler la langue. Et si elle commence un travail de projet, il ne va pas être très efficient. Il va d'abord falloir qu'elle fasse un travail de remise à niveau en français, par exemple. On accueille des personnes qui relèvent donc du français langue étrangère. Et travailler un projet quand on ne maîtrise pas du tout la langue et quand on ne comprend pas ce qu'on nous dit, ça reste assez compliqué. Donc voilà, par exemple, ça peut être quelque chose. On peut avoir des gens qui ont des problématiques de santé lourdes avec des pathologies qui ne sont pas encore complètement stabilisées. Et de toute façon, elles ne seront pas du tout disponibles à travailler le projet parce qu'elles ont vraiment d'autres soucis et d'autres problématiques à régler. Ça peut être la même chose au niveau social. Donc on peut effectivement faire des pauses de parcours en faisant un retour aux soins pour travailler telle problématique, où il y a des problèmes sociaux qu'il faut d'abord régler avant de rendre la personne disponible. Enfin bon, voilà, tout un travail d'accompagnement classique. Et effectivement, et après, la personne, une fois qu'on a levé tous ces freins, ou qu'on a commencé à les lever,
elle va rentrer dans un dispositif où on va vraiment là travailler un projet professionnel ou essayer d'élaborer un projet professionnel. Soit on va faire des orientations vers du milieu ordinaire, et là on va mettre en place un plan d'action en disant, ben voilà, la personne, on a travaillé le projet, cette personne va se réorienter vers tel métier, mais pour pouvoir y arriver, elle va avoir besoin d'une formation, et c'est à ce titre que nous, on fera un rapport, et on dira, voilà, la personne a besoin, par exemple, d'une formation en technicien... assistant en informatique. D'assistant en informatique, parce que son projet est ficelé, elle a fait des stages, elle a vérifié, on a tout verrouillé, c'est complètement capable par rapport à ses pathologies, etc. Mais il faut qu'elle apprenne le métier. Et dans ce cas-là, effectivement, la MDPH va faire une notification. La MDPH ne peut pas décemment nous envoyer quelqu'un pour travailler un projet, une fois qu'on a défini le projet, dire non, finalement, non, on ne va pas le valider. Vous voyez, bon, il y a une cohérence, et les personnes vont avoir une poursuite de parcours. On a aussi beaucoup d'orientations, enfin, notamment sur le site de Torcy, parce qu'à Torcy, on reçoit beaucoup aussi de personnes en situation de handicap plutôt psychique. Et on a aussi beaucoup d'orientations qui vont être, par exemple, vers des entreprises adaptées ou en ESAT. Voilà. Hein. Donc, et là, on va accompagner les personnes dans tout le processus et on va aller jusqu'à la demande de la notification. Ils vont aller faire des stages au sein des ESAT. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à un accompagnement avec une solution clé en main à l'issue du dispositif pour que les personnes aient vraiment derrière quelque chose de concret. Après, il peut y avoir aussi des retours aux soins ou des réorientations, notamment sur d'autres dispositifs dont on va peut-être vous parler. Notamment, on a un dispositif Visa, qui est un dispositif... alors, Visa, je dirais que... Alors, c'est pour des personnes en situation de handicap psychique, et c'est un peu la première marche entre des gens qui sont suivis en hôpital de jour et un début de réflexion d'un travail de projet qui va venir bien en amont. Donc, Visa, c'est un dispositif qui dure environ 9 mois et sur lequel on va accompagner des personnes sur vraiment l'acquisition des codes sociaux, le fait d'être sociabilisé, de pouvoir échanger avec ses pairs, la connaissance de sa maladie, le travail sur la pathologie, la maladie, l'importance de prendre les traitements, voilà. Et puis on va être vraiment sur un accompagnement on n'est pas du tout dans le travail de projet. On est vraiment avant le travail de projet, sur la sociabilisation, le fait de se lever le matin et de venir tous les jours. Enfin, c'est 3 jours par semaine, mais déjà 3 jours par semaine. Voilà, enfin, donc et après, on peut très bien, après Visa, partir sur l'évaluation, orientation, mise à niveau, une fois qu'on a effectivement dépassé tous ces freins. Donc, cette action... Le public de Visa, on est vraiment que sur du trouble psy. Oui. Qui intéresse ça avec trouble psy associé. Ah si, ça peut. Oui. Mais on ne va pas être... Parce qu'on a eu des fois des orientations où des gens avaient des troubles plutôt cognitifs avec des vraies limitations intellectuelles. Et Visa n'est pas le dispositif adapté, en fait. Voilà. Et on est enfin, tout dépend, le déficit cognitif, hein, évidemment. Mais non, ce public est complètement adapté. Hein, parce que l'idée de Visa, c'est vraiment retravailler les codes sociaux, travailler la connaissance des différentes pathologies, de sa pathologie. De sortir du fait de dire je suis schizophrène. Non, je suis quelqu'un atteint de schizophrénie. C'est pas la même chose. Et en soi, c'est pas une fin en soi. Enfin, voilà. On est normalement sur des personnes qui sont stabilisées. Voilà. Mais il peut y avoir des petites... Oui, la particularité effectivement de ce parcours, déjà c'est un parcours uniquement pour les personnes de Seine-et-Marne. Oui. En temps partiel, comme tu l'as indiqué, donc 3 jours par semaine, mais aussi la possibilité, si besoin était, de faire des pauses dans ce parcours. Hein. On peut être là pendant 2 mois et puis la pathologie revient un petit peu en force. Et on fait une coupure, on fait une pause de 2-3 mois et le parcours peut reprendre ensuite. C'est pour ça que sur ce parcours, il n'y a pas de rémunération pour les bénéficiaires. C'est la notification MDPH et là vraiment un accompagnement beaucoup plus important
pour toute la partie médicale, psychologique et sociale avec un médecin psychiatre. Un médecin psychiatre, sur les 2 sites, hein, on a un médecin psychiatre. Et la particularité, c'est que pour chaque usager, on va avoir un référent à l'extérieur, un référent médical et social. Hein. Il y a une convention tripartite finalement entre le centre, l'usager et le référent médico-social à l'extérieur. Après, ce qui est très chouette sur le dispositif Visa, c'est que le stagiaire n'est plus un patient, mais à partir du moment où il intègre la structure, il devient un stagiaire. Alors, mais c'est très important en fait, le statut. Et l'avantage qu'on a sur les sites, c'est qu'il n'y a pas de stigmatisation. Enfin, sur le site de Torcy, on accueille des personnes en situation de handicap sur nos actions de préorientation. On accueille des demandeurs d'emploi classiques sur des formations assistants ressources humaines. On peut accueillir des personnes sur le dispositif Visa. Voilà, et les stagiaires, la seule chose qui les réunit en fait au sein de la structure, c'est qu'ils veulent avancer dans un projet professionnel, dans une évolution de compétences, dans un bilan, dans une acquisition de... Voilà, et c'est très très important aussi pour la resociabilisation. Voilà, on n'est pas que une personne handicapée. Enfin, non, mais c'est aussi important pour beaucoup parce que, quand ils se rencontrent, les échanges vont plus porter sur t'es là pourquoi, tu fais quoi sur ton projet, plutôt que qu'est-ce que tu as comme pathologie. Parce que pour le coup, il y a une totale mixité des publics. Est-ce que Visa se fait sur Nantes ? Oui. Nantes avec 3 sections à Nantes actuellement. Et ils peuvent être en internat et je crois que c'est... du lundi au mercredi. Voilà. Et sur Torcy, c'est du mardi au jeudi. Et on va terminer cette présentation avec un dispositif AESI, accompagnement vers l'emploi dans les métiers des services et de l'industrie. AESI, c'est 9 mois également, toujours avec notification de la MDPH, et c'est vraiment un parcours pour être au bon endroit au bon moment. Le but d'AESI, c'est de retourner à l'emploi. C'est plutôt pour des personnes avec un faible, si je peux me permettre, niveau de qualification, pour lesquelles des formations qualifiantes ne seraient pas bienvenues ou pas adaptées. Et souvent, c'est des publics qui n'ont pas obligatoirement de projet professionnel clairement défini. En fait, ce qu'ils ont envie, c'est de travailler. Voilà. On a des fois des gens qui viennent. En plus, en Seine-et-Marne, on a quand même certains secteurs qui sont au niveau de l'emploi, au niveau du transport, qui sont quand même déficitaires. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas se déplacer. Ils n'ont pas tous le permis, etc. Mais il y en a qui veulent travailler. Et là, l'idée, c'est que tout cet accompagnement, il va être fait autour de la personne, c'est-à-dire on va prendre la personne, on va voir ce qu'elle est en capacité de faire physiquement et intellectuellement, on va regarder où elle habite, on va regarder autour de chez elle par rapport à ses contraintes, etc. Et on va essayer de cibler des métiers autour de chez elle, c'est-à-dire qu'on va dans l'autre sens. C'est pas qu'est-ce que tu as envie de faire, et voilà, c'est qu'est-ce qui existe, et dans ce qui existe, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui te plairait. Voilà. Et l'idée, c'est de réaccompagner les personnes à l'emploi, dans un emploi plutôt pérenne, qui leur permette de s'épanouir professionnellement et intellectuellement, mais en restant dans un cadre sécurisant, près de chez elles. C'est souvent des métiers faiblement intellectuels, enfin, c'est surtout des métiers physiques, pratiques. Voilà. En tout cas, ça vise vraiment le retour à l'emploi et ça ne forme pas un métier spécifique. Voilà. Ça peut être très dépendant de... Il y a énormément de stages pendant ce parcours parce que c'est par ces stages qu'on va justement créer les opportunités d'embauche et se tester sur le terrain. Donc dans l'équipe, bien sûr, des formateurs techniques, mais aussi une présence très importante de la conseillère en insertion professionnelle, puisque c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce parcours. Pareil à ESI, c'est sur notification des MDPH. Voilà. Parce qu'on a des fois des bénéficiaires qui, quand ils sont en poste, sont excessivement efficaces sur un métier très ciblé avec une tâche répétitive, mais qui ne passerait jamais la barrière d'un entretien de recrutement. Parce que ils se seraient
trop compliqué pour eux. Par contre, quand ils sont en activité et en action, ce sont des gens fiables et excessivement compétents. Et donc la multiplicité des stages facilite l'insertion finalement. Et la reprise de confiance en soi quand on se rend compte qu'on est capable de faire. Ça peut faire une petite période d'essai finalement pour l'employeur. Voilà. Messieurs, dames, on en a fini. On a fait un petit tour d'horizon des dispositifs que vous allez tous retrouver à côté pour plus de précision. On reste disponible si vous avez des questions et on vous remercie. On vous souhaite une belle journée. Ouais. Je viens à vous, madame. Ouais.